Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion de ce webinaire que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui. Webinaire qui a pour objectif de vous présenter les tendances du marché de l'emploi dans le secteur de l'immobilier au regard de la crise sanitaire économique que nous vivons actuellement. Pour me présenter à vous en quelques mots, je suis Michael Parot, business manager au sein du cabinet de recrutement ACE pour la France et le Luxembourg, en charge du pôle immobilier. Pour faire simple, j'ai une expérience aujourd'hui de 13 années dans le secteur du conseil en recrutement spécifiquement dédié à l'immobilier, et ça fait plus de 10 ans maintenant que j'évolue au sein du cabinet de recrutement ACE. Alors pour dérouler ce webinaire, donc moi je vais assurer l'ensemble de cette présentation. N'hésitez pas, pour essayer de rendre la chose la plus interactive possible, à utiliser le chat que vous retrouverez via Teams pour poser toutes vos questions auxquelles je m'attacherai à répondre à l'issue de cette présentation. Pour positionner rapidement le cabinet de recrutement ACE et vous donner quelques chiffres. Donc ACE est un cabinet d'origine anglo-saxonne qui a été créé en 1958 à Londres, avec aujourd'hui un rayonnement à l'international, puisque nous sommes présents dans plus de 33 pays à travers le monde. Une articulation de nos activités autour de 25 divisions spécialisées, que sont l'immobilier, le BTP, l'industrie, mode et luxe, etc. En France, nous avons une présence un peu plus récente, puisque nous avons développé nos activités en 2001, notamment par les secteurs de l'art de construire, secteur dans lequel j'intègre le segment de l'immobilier, ce qui signifie que ce département est un de nos axes majeurs et une vraie zone d'expertise en ce qui nous concerne. Voilà pour la présentation du cabinet, que je souhaitais nécessairement assez rapide pour pouvoir nous lancer dans le vif du sujet, avec l'objectif de parler du marché de l'immobilier dans le contexte actuel. Pour préparer cette présentation, je me suis amusé à poser à mon entourage la question suivante. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle du climat économique et social actuel en France? Ce qu'on constate, c'est qu'on a une sémantique en réalité qui est relativement négative. Un panel assez large d'entre eux ont mis en avant la pandémie, la crise économique, le couvre-feu, le confinement, la récession, le licenciement, et une vraie crainte par rapport aux sujets liés au chômage. Néanmoins, si on fait abstraction de tout ça, moi j'aimerais qu'on puisse essayer de réfléchir le contexte actuel sous un autre angle. Et il me semblait intéressant de parler justement de philosophie chinoise qui décrit le mot-crise suivant deux idéogrammes. Le premier, qui est constitué du wei et qui signifie danger. On le comprend assez largement au vu des différents points de vocabulaire cités précédemment, mais également l'idéogramme ji, qui signifie cette fois opportunité. On comprend donc que dans toute crise, il y a un risque majeur, mais qui peut être également atténué et pondéré parce que toute crise générera, quoi qu'il en soit, des opportunités pour ceux qui savent également les identifier. Quand on se dit, on se dit ça, pardon, il faut avoir à l'esprit nécessairement que les secteurs d'activité sont tous impactés, mais réagissent de manière hétérogène. On va d'un côté, et dans un premier temps, mettre les secteurs d'activité qui subissent la crise. On le constate tous assez facilement en ce moment. On peut citer le secteur de la culture, qui subit encore une double peine, entre guillemets, dans la mesure où il pensait pouvoir réouvrir après le 15 décembre. Malheureusement, ça ne devrait pas être le cas. L'hôtellerie, la restauration, l'événementiel et l'aéronautique. On va penser après d'un autre côté au secteur d'activité à qui profite la crise, le secteur de la santé, bien évidemment, des télécoms. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui j'anime ce webinaire depuis chez moi. Ça veut bien dire que les entreprises ont su mettre aussi et développer des outils de technologie leur permettant de travailler à distance, qui est une réalité pour à peu près tous les secteurs d'activité. On pense à l'agroalimentaire également pour le retour aux produits de première nécessité et les segments de l'audit et de l'expertise. Et enfin, troisième catégorie de secteurs, les secteurs d'activité, je vous dirais, qui font preuve de résilience, qui ont cette souplesse et cette capacité d'adaptation. Et c'est notamment le cas dans le secteur qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir celui de l'immobilier.
Pour dérouler cette présentation, je vous propose maintenant de réfléchir à quelles vont être plutôt les stratégies adoptées par les entreprises. L'idée étant de mener une réflexion sur quelle est la santé économique des entreprises et au regard de cela, quels pourraient être leurs besoins en recrutement. On sait aujourd'hui que de toute façon, les entreprises vont réagir de manière assez différente. Vous aurez dans un premier temps ce que nous, on va appeler les gagnants, qui représenteront à peu près 20% des acteurs du marché. Ces gagnants sont caractérisés par une solidité de leurs fonds propres qui leur permet d'investir dans de nouveaux projets de développement. Ce sont des structures qui vont avoir confiance en l'avenir et qui répondent à un besoin immédiat. Vous allez ensuite avoir des entreprises qu'on appellera les risk takers, les preneurs de risques. Ce sont des structures qui, économiquement, sont un peu en difficulté, mais qui néanmoins vont recruter avec pour objectif d'innover, qui ont une capacité à se réinventer, qui sont aussi caractérisés par un modèle organisationnel souple et en capacité en tout cas d'engager le changement de manière assez rapide. Ces gens-là, donc même si la situation économique est compliquée, ce sont des structures qui vont continuer à recruter. Elles représentent à peu près 25% du marché. Vous allez enfin avoir les opportunistes, 15% des entreprises. Ce sont des structures qui ont une bonne santé économique, mais qui vont entrer dans une logique de rationalisation des coûts à court terme, mais qui néanmoins, afin d'anticiper l'avenir ou développer de nouvelles activités, vont être attentifs à de nouveaux talents. Donc, elles licencieront certainement dans un premier temps pour réduire la masse salariale et rationaliser les coûts, mais néanmoins, elles resteront attentifs aux compétences un peu plus spécifiques, je dirais. Et vous aurez enfin, et malheureusement ça fait partie du plus gros volume envisagé, les perdants, qui sont des structures qui de toute façon étaient déjà en difficulté avant la crise, qui ont une image détériorée parce que elles ont certainement aussi procédé à des plans de licenciement avant même le contexte que nous connaissons actuellement, où le climat social peut être tendu, où vous allez retrouver euh, une faible capacité de mutation de par un modèle organisationnel qui est très lourd, ou bien même simplement un secteur d'activité qui n'est que très peu enclin en réalité à l'évolution. Néanmoins, et si on doit pondérer mes propos, ce sont des structures qui de toute façon devront recruter si toutefois elles ne souhaitent pas voir leur activité tout bonnement disparaître. Si on fait un focus maintenant, donc spécifiquement sur le marché de l'immobilier, ce que je vous propose à travers ce graphique, c'est de comprendre les tendances. Quand on analyse ce qui s'est passé juste avant la crise, donc au mois de janvier 2020, tout début d'année, nous étions clairement sur un pic haut au niveau des volumes de recrutement. Alors petite précision, simplement pour réaliser moi ce graphique et vous présenter ces données, je suis parti d'un outil qui nous est fort utile en tant que cabinet de recrutement qui s'appelle JobFeed, qui me permet en réalité de balayer l'ensemble des offres d'emploi mis en ligne sur tous les job boards disponibles, mais également tous les sites emploi des différents recruteurs finaux. Pour baser cette analyse, moi je suis parti du postulat que je n'allais considérer que les postes ouverts ou titulaires d'un bac+2 minimum jusqu'à un bac+5, en balayant les 10 lignes de métier les plus représentatives du secteur d'activité. Nous les verrons juste par la suite. Ce qui fait que les chiffres sont peut-être un peu moins élevés en réalité que ce qu'ils pourraient être, mais néanmoins ça nous donne un aperçu assez juste, je dirais, de ce qui s'est passé sur le marché de l'emploi, sur le segment de l'immobilier, donc sur toute cette année 2020 qui a été somme toute plus que particulière. Et je vous le disais donc, un mois de janvier 2020 qui était extrêmement fort et sur une dynamique qui était dans la continuité des années précédentes, je dirais, au niveau des volumes de recrutement. On voit très clairement au regard de cette courbe l'impact du premier confinement, mais néanmoins avec un signe de reprise du marché et un retour, on va dire, vers la confiance des entreprises qui s'est opéré à partir du mois d'avril. Et cette courbe ne fait qu'augmenter en réalité jusqu'aux vacances. Le mois d'août, de toute façon, traditionnellement, est relativement peu propice aux embauches, simplement parce que tout le monde est en congé, donc c'est relativement classique. Simplement peut-être
un petit retard à l'allumage. Théoriquement, le mois de septembre est plus opportun pour rechercher en principe de nouvelles opportunités. On considère effectivement qu'au regard du ralentissement d'activité sur les mois de février, mars et avril, beaucoup de professionnels ont pu prendre des vacances en décalé, ce qui a constitué un petit appel d'air sur ce mois de septembre qui théoriquement est plus comment dire, dynamique en matière de recrutement. On voit toutefois une vraie accélération à partir du mois d'octobre sur des volumes de recrutement qui sont à peu de choses près assez comparables à la période faste du tout début d'année et une baisse au mois de novembre suite à l'annonce du second confinement que nous vivons encore actuellement, mais qui n'est pas aussi, je dirais, brutal que ce que nous avons pu connaître à l'origine du premier confinement. On voit que les entreprises ont bénéficié aussi d'un retour d'expérience et n'ont pas souhaité complètement stopper la dynamique dans laquelle elles étaient rentrées à la sortie du premier confinement. Si on reprend par la suite sur la répartition des offres d'emploi et pour étayer un peu mes propos, toujours en considérant ces 10 lignes de métiers les plus représentatives, vous avez en France à peu près 15 000 offres d'emploi qui ont été mises en ligne par les recruteurs finaux. La grande majorité des postes qui souhaitent être pourvus, en tout cas depuis le début de l'année, concernent ce qu'on va appeler, nous, les services immobiliers, à savoir tous les sujets en lien avec la comptabilité immobilière, que ce soit des comptables mandants, des comptables copro, des comptables sur des dispositifs d'investissement tels que les OPCI ou l'OPCI. Une part également très importante des sujets à traiter en administration de biens, en assistanat ou en gestion de copropriété, de même sur la gestion locative et dans une moindre mesure sur les sujets en lien avec l'asset management. Sur le segment de la maîtrise d'ouvrage, ce qui ressort assez nettement, c'est que les foncières ou bien même les promoteurs ont cherché à se staffer sur des profils avec des compétences techniques. Et quand j'insiste sur la technique, c'est même davantage sur les profils ayant des compétences sur la phase travaux et dans une moindre mesure les sujets en lien avec les études et les conceptions. Deuxième pan de ligne de métier qui est extrêmement sollicité, mais qui est peut-être un peu tronqué, je dirais, par rapport aux annonces qui sont mises en ligne, c'est tous les sujets relatifs au développement foncier, et notamment le développement avec une approche dans le diffus, parce qu'on sait que notamment les promoteurs et les bailleurs sociaux sont très attentifs à ce type de compétences et aux professionnels qui ont acquis une expérience sur cette ligne de métier, mais en réalité communiquent relativement peu sur leur démarche via les différents job boards. Donc encore une fois, moi, ma vision première, c'est que même si le nombre d'emplois mis en ligne, notamment sur les postes en développement foncier, laisse apparaître une part relativement faible, je dirais, au regard de ce qu'on peut trouver en technique, la réalité, c'est que dans les volontés de recrutement, le développement est bien plus poussé. Sur la période des 3 derniers mois, et pour rentrer donc en phase avec ce que j'expliquais précédemment via les courbes, on se rend compte toujours de toute façon que ce qui porte l'activité sur le segment de l'immobilier sont plutôt les lignes de métier en lien avec les services immobiliers et toujours nos fameuses lignes de métier avec la copropriété. Les segments de la maîtrise d'ouvrage restant relativement stables. En revanche, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que plus de 27% des offres d'emploi mises en ligne sur l'année l'ont été sur ces 3 derniers mois. Donc on a une dynamique et on peut considérer de toute façon même assez aisément que ces 3 derniers mois en réalité ont été les plus porteurs au niveau de l'activité de recrutement des différentes entreprises au regard de ce qu'on a pu connaître sur l'ensemble de l'année. C'est un message vraiment positif que je veux vous envoyer à vous, professionnels déjà aguerris, jeunes diplômés, ou alors vous qui pourrez être en recherche d'une reconversion professionnelle.
Au niveau de la ventilation, donc sur le territoire national, on se rend compte, mais sans grande surprise, que la demande est très majoritairement portée sur le territoire francilien. Ça s'explique assez nettement dans la mesure où les grands sièges sociaux des entreprises se retrouvent sur l'Île-de-France, que c'est de toute façon le plus grand bassin d'emploi. Ça semble assez logique. Et certains territoires qui traditionnellement sont dynamiques, ont pu l'être un peu moins que d'autres. Je pense notamment au quart sud-ouest, avec de vraies disparités. Où vous avez évidemment la région de Bordeaux qui va drainer l'ensemble et la grande majorité, je dirais, des différentes offres d'emploi. Si on reprend sur la région sud-centre, on a un marché toulousain qui est plus grippé que le marché montpelliérain qui draine très clairement la volumétrie au niveau des offres d'emploi. Sur le quart nord-ouest, c'est la région de Nantes, Tours et également Orléans qui ont été les plus propices et qui sont les territoires en réalité où la recherche d'emploi est la plus aisée. Il en va de même si on prend la partie nord-centre avec un bassin d'emploi principalement concentré sur la région lilloise. Si on doit reprendre de toute façon après je vous dirais les plus grandes zones et les grandes métropoles, évidemment, la région de Lyon, la région de Paris et la région de Aix, Marseille, Nice, tout le quart sud-est sont clairement les secteurs d'activité au sein desquels on a le plus, dans les zones géographiques, pardon, au sein desquelles on a le plus de chances de trouver une opportunité professionnelle, quelles que soient les lignes de métier visées. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de se dire, on a vu les différents lignes de métier qui sont les plus dynamiques et les plus recherchées actuellement. Ce que je vous propose, c'est comment on met en place donc une stratégie de recherche pour trouver son futur job. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est 2 grands points, en mettant en exergue notamment le segment de la promotion immobilière. Cette présentation, j'ai eu l'occasion de la faire, à des étudiants de Cage, et des étudiants de l'ESTP notamment. Je leur ai posé la question: «Donnez-moi, les noms des promoteurs immobiliers que vous connaissez». Ce qui est très clair, c'est que l'immense majorité d'entre eux, quand ils vont, postuler à des offres d'emploi ne vont cibler en réalité que les 10-15 plus grands promoteurs immobiliers que vous allez retrouver sur ce tableau et que j'ai volontairement classé par tranche d'effectifs, hein, qui sont des chiffres qui sont vérifiés notamment par le moniteur dans le cadre du classement des promoteurs immobiliers il y a tout juste un an. Euh, Pourquoi je voulais mettre ça en évidence? Parce que en réalité aujourd'hui, je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas postuler au sein de ces structures-là, qui sont de très grands recruteurs, on le voit par rapport aux chiffres et qui sont toutes de très belles structures. Mais si on se concentre uniquement sur ces acteurs-là, en réalité, on passe à côté de 65, plus de 65% du marché. Je vous ai mis ici la ventilation de ce que représentaient en effectif ces grandes structures. Il faut avoir en tête que la promotion immobilière en France, c'est plus de 800 acteurs. Et c'est un secteur d'activité au sein duquel, et c'est pour ça aussi que ça reste toujours intéressant malgré le contexte, de continuer à tabler et à orienter nos recherches vers ce secteur d'activité, puisque c'est un secteur d'activité qui est très clairement en manque de compétences. Je dirais que la plus grande crise qu'ils connaissent aujourd'hui, au-delà des difficultés d'obtention des permis de construire, etc., et de tous les sujets auxquels ils peuvent faire face, c'est qu'ils ont une vraie difficulté aujourd'hui à recruter. 32 500 salariés en équivalent temps plein évoluent aujourd'hui au sein des acteurs de la promotion immobilière. Ce qui explique de toute façon les difficultés qu'ils aient à recruter et que c'est un secteur d'activité qui est très clairement en manque de compétences. Alors, quand on s'est dit ça, comment on fait pour les identifier, l'ensemble de ces acteurs? Vous avez en réalité tout intérêt à aller effectuer des recherches en direct sur les différentes associations et fédérations de ces secteurs d'activité. Pour la promotion immobilière, n'hésitez pas à aller sur le site de la FPI.
vous recherchez un poste plutôt en lien avec le property management ou toutes les structures en lien avec le conseil, vous avez le site de la Proma qui va référencer un panel assez large des différents professionnels évoluant dans le secteur. Sur toutes les sociétés de gestion de fonds, donc pour préciser ma pensée, pour ceux peut-être qui connaîtraient moins ce secteur d'activité, ce sont toutes les structures qui vont porter des véhicules, des dispositifs d'investissement, notamment au PCI, SCPI, pour en citer quelques grands. On va penser à Amundi, par exemple, on va penser à W. Silogère, pour citer des grosses structures, mais il y en a toute une batterie en réalité qui sont de plus petits acteurs et que vous allez retrouver référencés sous le site de la SPIM. Pour tout l'univers du conseil, du brokerage ou de la transaction, même je dirais dans l'ancien, consultez le site de la FNAIM. Pour tout ce qui va être sujet plus en lien avec l'investissement, donc ces grandes foncières immobilières ou ces institutionnels, alors ce que j'intègre moi dans institutionnel, ce sont toutes les émanations immobilières des grands groupes d'assurance, AXA REIM, Allianz Real Estate, Groupama Immobilier, puisque tous ces grands groupes d'assurance en réalité ont un département immobilier dédié à de l'investissement, dédié à de la gestion, parfois même à de la maîtrise d'ouvrage, ça dépend de leur modèle organisationnel, mais vous les retrouvez sur le site de la FSIF. Pour le logement social, évidemment, qui est un secteur d'activité qui est extrêmement porteur dans le contexte actuel. Vous le retrouverez sur le site esh.fr. Il en existe évidemment d'autres, mais je dirais que c'est celui où vous allez retrouver le plus d'acteurs référencés. Petit aparté sur le secteur du logement social. Je mets en avant très clairement moi, le dynamisme du secteur parce que dans un contexte où les structures peut-être ont plus de difficultés à développer des actifs immobiliers, quand on ne développe pas, en tout cas on gère son patrimoine. Vous avez les effets du plan de relance également pour lesquels les acteurs du logement social vont être en première ligne dans le cadre des projets de transition énergétique et de rénovation en réalité du patrimoine. On constate également un dynamisme de ces acteurs, notamment en période de premier confinement, voire tout juste à la sortie du premier confinement. Vous avez peut-être constaté en lisant la presse spécialisée que ces acteurs ont massivement contribué à soutenir la filière notamment de la promotion immobilière au travers des acquisitions en bloc qui auront peut-être des incidences à moyen terme, je dirais, notamment sur la question des stocks disponibles chez les promoteurs immobiliers. Mais néanmoins, on voit des acteurs qui sont engagés, en tout cas dans le soutien de l'activité immobilière. Pour ceux qui seraient intéressés par le secteur de la maîtrise d'ouvrage public, plus précisément sur les postes à pourvoir au sein des sociétés d'économie mixte, vous pouvez aller sur le site des EPL. Et enfin, pour tous les professionnels plutôt intéressés par les directions immobilières, je dirais, au sein des utilisateurs, n'hésitez pas à aller voir qui est référencé sur le site de l'ADI. Alors, si je dois cibler maintenant des postes, et qui sont les postes qui sont les plus en demande, dans un premier temps, sur le segment de la maîtrise d'ouvrage. Je vous le disais tout à l'heure, ma conviction profonde, c'est que aujourd'hui, vous aurez beaucoup de chances de trouver des postes, notamment sur les sujets en lien avec le développement foncier au sein des acteurs de la promotion immobilière. Pourquoi miser sur ce poste? Parce que c'est une fonction clé pour les acteurs de la promotion qui permet des évolutions en termes de prérogatives managériales et également, n'ayons pas peur de le dire, sur les aspects de rémunération. Ce sont les lignes de métier au sein desquelles le niveau de rémunération évolue le plus rapidement. Le contexte, on en a parlé tout à l'heure, c'est la nécessité pour les acteurs de la promotion de reconstituer les stocks. Beaucoup d'entre eux ont vendu en bloc de manière assez massive aux bailleurs sociaux. C'est un bénéfice dans la mesure où les acteurs ont pu sécuriser leur chiffre d'affaires sur l'année 2020. Néanmoins,
ça laisse un trou assez important sur ce qu'ils seront en capacité de lancer commercialement sur l'année 2021 et peut-être même 2022. On a donc besoin de professionnels compétents dans le diffus, donc l'approche directe, hein, notamment, pour aller rechercher les fonciers et réengranger, je dirais, de nouveaux projets. Les entreprises cibles sur ce type de poste, les entreprises sociales pour l'habitat, hein, donc une part importante des acteurs du logement social, et bien évidemment les promoteurs avec un accent assez particulier sur les promoteurs spécialistes du résidentiel. Autre fonction clé en maîtrise d'ouvrage, la fonction programme, projet, peu importe, appelons-la comme on veut, qui sont les chefs d'orchestre des différentes opérations immobilières, des professionnels qui vont évoluer actuellement dans un contexte compliqué, notamment du fait des blocages des permis de construire, parfois même certains permis de construire obtenus auprès des collectivités, mais qui depuis des changements de bord politique sont remises en question. Néanmoins, qui pourraient bénéficier, on en a parlé tout à l'heure, des bénéfices du plan de relance, notamment pour les responsables de programme qui vont évoluer au sein des bailleurs sociaux, qui travailleront peut-être un peu moins sur des opérations neuves, mais très certainement sur des sujets en lien avec la rénovation lourde ou la réhabilitation des actifs détenus donc dans le portefeuille de ces bailleurs. Les compétences clés pour ces acteurs-là, ce sont plutôt des professionnels qui ont fait leur gamme sur de l'actif logement. Sur le marché tertiaire, l'avenir du bureau, encore une fois, est, je ne peux pas dire compromis parce que j'ose espérer que la filière saura faire sa mue et s'adapter. J'y crois d'ailleurs assez fortement. On sait néanmoins que pour le moment, le marché est assez grippé. En revanche, une classe d'actifs tertiaire qui est dynamique et qui a le vent en poupe, c'est la logistique. Qu'on le veuille ou non, qu'on considère Amazon ou pas comme le grand méchant loup, force est de constater en revanche que le e-commerce, qui était déjà une révolution en marche avant les différents épisodes de confinement, euh, est plus que toujours d'actualité. D'autres compétences clés, donc en neuf ou en réhabilitation, on en a parlé, et une compétence et une connaissance des marchés publics, oui, a fortiori, si on souhaite évoluer au sein des acteurs du logement social. Les entreprises cibles seront donc les entreprises sociales pour l'habitat, les SEM qui vont avoir des compétences en aménagement, mais également et surtout en construction et qui sont propriétaires donc d'un patrimoine immobilier, et donc toujours nos fameux promoteurs immobiliers avec des compétences sur le résidentiel. Dernier poste cible, et on l'a vu au préalable au travers les chiffres présentés dans les graphiques, les postes de responsables techniques, qui sont intéressants notamment pour des professionnels issus de l'entreprise générale, davantage sur des fonctions travaux, mais pourquoi pas également sur de l'étude des prix s'ils souhaitent s'orienter vers de la conception. Donc une vraie passerelle pour les professionnels issus de l'entreprise générale ou le segment de la maîtrise d'œuvre pour s'orienter donc assez rapidement vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage, qui seront également un bon tremplin entre et une passerelle, pour reprendre encore une fois le mot, entre un environnement très technique et celui de la maîtrise d'ouvrage, et pour viser à terme des postes de responsable de programme avec des compétences notamment sur le montage. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les mises en chantier ont repris bien plus vite que les autorisations administratives, et je pense notamment à la question des permis de construire. Les compétences clés, ce qui va être recherché notamment de la part des recruteurs finaux, ce sont des candidats avec des compétences en tout corps d'État. Je précise quand j'indique TCE, j'intègre dedans bien évidemment les sujets en lien avec le gros œuvre, et plutôt orienté sur des opérations de logement collectif. Les entreprises que je vous invite, en tout cas les acteurs que je vous invite à viser sur ce type de poste-là, sont les promoteurs immobiliers et une fois de plus, les acteurs du logement social. Sur le segment des services, cette fois,
L'asset manager, même si on a vu que les volumes de recrutement étaient peut-être un peu moindres que sur d'autres lignes de métier en lien avec les services immobiliers, ça reste un poste qui est au cœur de la stratégie immobilière, avec notamment, et on parlait peut-être de difficultés du marché de l'immobilier d'entreprise, mais néanmoins, ces asset managers ont aujourd'hui une charge de travail considérable, avec, la multiplication du télétravail, le ralentissement, des projets en développement, ce qui va les concentrer plutôt sur des réflexions sur, la valorisation, des actifs. Beaucoup de jeux de négociation également en collaboration avec les équipes de property, sur, la question des loyers qui est un vrai sujet. Donc, cette capacité à mener des négociations aujourd'hui est, on va dire, une compétence clé chez les asset managers qui vont devoir bien repenser les actifs qu'ils ont en portefeuille, que ce soit sous gestion ou alors en portefeuille propre pour savoir comment ils vont évoluer et réduire le plus possible, je dirais, la vacance locative sur ces portefeuilles et ces actifs. Euh, les postes cibles ou recherchés dans le contexte actuel, encore une fois, j'insiste, bien, moi je conseillerais à ceux qui veulent s'orienter vers l'asset de plutôt cibler les institutionnels et les sociétés de gestion de fonds. Les sociétés de gestion de fonds ont collecté de manière importante et en volume des fonds, hein, de l'argent qu'ils sont obligés d'investir. Donc, de la même manière, quand on lit la presse spécialisée, on voit que beaucoup de ces sociétés de gestion de fonds continuent d'investir et de se porter acquéreurs d'actifs et même des actifs tertiaires bureaux, j'entends. Autre ligne de métier, donc celui de property manager, qui est un poste avec une vraie pluridisciplinarité. Si je dois faire un parallèle avec le poste de responsable de programme, il est vraiment dans un rôle de coordination de différents spécialistes et acteurs de la gestion immobilière. Le contexte est le même que celui rencontré par les asset managers, donc avec le télétravail, il y a un gros enjeu sur la question de négociation des loyers, ce qu'on va retrouver même de manière peut-être encore plus poussée pour toutes les foncières ou les sociétés de gestion pour le compte de tiers qui vont travailler sur des locaux commerciaux notamment. Les compétences, un grand sens du relationnel client, une vraie maîtrise des questions juridiques au travers des baux commerciaux, des aspects de gestion technique également avec la maîtrise des normes, ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, établissement recevant du public, IGH, et c'est vrai qu'on constate dans le contexte actuel une vraie recrudescence de ces professionnels de la gestion, mais également pour les structures qui auraient dissocié l'activité de gestion de celle de la technique, une recrudescence des volumes de recrutement pour tous les profils en lien avec l'exploitation sur le volet technique. Des postes cette fois qu'on va pouvoir viser au sein des foncières immobilières et toujours au sein des sociétés de gestion pour le compte de tiers, activités qu'on peut retrouver également au sein des grandes structures de conseil en immobilier. Et enfin, poste clé, et on l'a vu au travers des chiffres, celui de comptable immobilier, dans un contexte où les notions financières ont une place clé dans les décisions d'investissement ou pas des différentes structures. Celui de comptable immobilier prend tout son sens. On se rend compte que les structures ont véritablement besoin de sécuriser les informations financières. Le secteur du locatif est en tension. On a parlé qu'on a une poursuite des investissements au travers des dispositifs SCPI et dans une moindre mesure au PCI. On a une prolongation du dispositif Pinel, ce qui fait qu'on a besoin de professionnels à l'aise avec les chiffres et qui comprennent ces différents dispositifs. Les compétences clés, ça va être tous les sujets en lien avec la comptabilité mandant, donc volet locatif, la copropriété et également, on le disait, les véhicules d'investissement, les fonds de type SCPI.
Et ces postes-là, vous les retrouverez au sein des administrateurs de biens et des sociétés de gestion de fonds. Sur le volet administration de biens, j'insiste, ce ne sont pas que les gros acteurs du marché qui sont dans une logique de recrutement, même si évidemment c'est le cas et qu'ils drainent un nombre important des postes à pourvoir, mais ce sont également les plus petites régies locales qui constituent d'ailleurs chez nous une part assez importante des volumes de recrutement qu'on est amené à traiter et de notre portefeuille client. Je viens de vous présenter donc les tendances du marché. Une fois qu'on s'est dit ça, ce qui me semblait intéressant de vous mettre comme outil entre les mains, c'est comment je fais pour mener à bien ma recherche d'emploi. Moi, je vois 3 mots qui sont importants. Le premier, c'est l'accompagnement. Le deuxième, la proactivité. Et le troisième est en capacité de se rendre visible dans un secteur, enfin dans une économie, je dirais, et de manière plus globale, une société où tout passe par la communication et les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'assez essentiel, mais néanmoins, ce sont des outils qui sont parfois mal utilisés. Je vous proposerai donc par la suite de voir notamment comment on peut optimiser l'utilisation et l'exploitation d'un outil comme LinkedIn. La première clé du succès, à mon sens, c'est d'être en capacité de se faire accompagner. Accompagner par qui? Idéalement par un cabinet de recrutement. Pourquoi? Parce que c'est la possibilité de se faire accompagner, de bénéficier de conseils d'experts, de gens qui ne recrutent que sur un secteur d'activité déterminé et qui connaissent donc parfaitement leur marché. Donc l'idée, c'est de se faire référencer auprès d'un ou 2 cabinets de recrutement, pas plus, qui sont des cabinets qui sont spécialisés, et j'insiste vraiment sur le spécialisé sur leur secteur d'activité. Ça permet également d'avoir accès aux offres d'emploi off-market, sur lesquelles un consultant ou un cabinet n'a pas la possibilité de diffuser une annonce parce que il y a des sujets de confidentialité qui nous ont été demandés par nos clients, mais également la possibilité de se servir du réseau du consultant, puisque c'est notre métier que d'être au contact avec les décideurs et les recruteurs finaux au quotidien. Autre clé du succès, la proactivité, avec des démarches de votre part qui doivent être mises en œuvre sur les job boards et les sites employeurs. L'avantage, c'est que vous êtes en contact direct avec les recruteurs finaux. Vous avez la possibilité, que ce soit sur 4 emplois, sur Monster, sur Indeed, à vous de choisir celui qui est le plus en phase en réalité avec le type de poste que vous visez, mais de vous créer et de recevoir des alertes sur les différents postes que vous allez viser. La possibilité également de se faire coopter. J'entends par là, si vous connaissez une personne qui travaille au sein de l'entreprise pour laquelle vous avez vu une offre d'emploi mise en ligne, eh bien n'hésitez pas à lui faire passer votre CV en lui précisant la nature du poste que vous avez vu en ligne et qui vous intéresse pour pousser encore davantage votre candidature. En revanche, et si je dois voir après pas une difficulté, mais en tout cas une nécessaire organisation, il est primordial quand vous utilisez les job boards, de consulter régulièrement les sites et de ne pas se contenter d'avoir une démarche passive sur la réception des différentes alertes, mais également de vous faire un référentiel, idéalement dans le cadre d'un fichier Excel, des différentes annonces auxquelles vous avez postulé. Autre conseil, vous postulez à une annonce en ligne, donc via un job board, vous recevez par la suite l'appel d'un recruteur. Ne décrochez pas nécessairement votre téléphone de suite. Prenez bien le temps d'écouter le message qui vous est laissé, de faire référence après derrière au fichier que vous aurez donc préalablement rempli avec l'annonce sur laquelle vous avez souhaité vous positionner, pour être certain que quand vous répondrez et que vous rappellerez le recruteur qui vous a appelé, vous savez de quoi vous parlez. C'est toujours très délicat pour un recruteur quand il appelle un candidat qui a fait acte de candidature, quand on se rend compte que en réalité le candidat qu'on a au bout du téléphone
ne sait même plus à quel poste il a répondu, parce qu'en réalité, il l'a fait en volume et sans un réel suivi. Votre candidature et l'échange que vous aurez après avec le recruteur final n'en sera que plus qualitatif, et vous mettrez encore davantage les chances de votre côté d'obtenir donc ce fameux entretien qui est une étape extrêmement importante dans le cadre de vos recherches. Autre point essentiel, gagner en visibilité. Aujourd'hui, on le disait, beaucoup de projets de recrutement passent par les réseaux sociaux. L'intérêt de passer par les réseaux sociaux, et quand je dis réseaux sociaux, je suis malheureusement obligé de plutôt pousser pour LinkedIn, parce que c'est l'acteur incontournable, et je ne peux qu'inciter tous les participants à ce webinaire, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir un profil LinkedIn à jour. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être visible de tous, d'effectuer un démarchage également qui est ciblé. On est toujours dans cette logique de proactivité. N'attendez pas nécessairement que les offres d'emploi viennent à vous ou de les consulter sur les job boards. Créez également vos propres opportunités en allant démarcher de manière directe les recruteurs finaux, les opérationnels susceptibles d'accompagner des projets de recrutement. On est dans une démarche également qui est peut-être un peu moins informelle que le CV, dans la mesure où sur votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir rédiger toute une présentation, on va dire, vous concernant. Donc, on est sur un outil, je dirais, qui est moins strict et formel que le CV. En revanche, il y a des clés et des manières de procéder qui sont primordiales sur LinkedIn pour pousser l'algorithme à promouvoir votre profil. Et c'est ce que je vous propose donc dans la suite de cette présentation, vous donner quelques tips, je dirais, pour optimiser votre profil LinkedIn et très clairement faire en sorte que l'algorithme vous propose les bons interlocuteurs dans le cadre de vos recherches, d'emploi. Alors, ça peut paraître assez basique, ce que je vais vous dire, mais je n'insisterai jamais assez sur le fait que LinkedIn est un réseau social professionnel. Plus de 83% des utilisateurs séparent leur réseau professionnel du personnel. Ce que je veux dire par là, c'est que est à proscrire sur LinkedIn l'ajout de ses amis, parce que vous avez un réseau social qui est formidable pour ça. En tout cas, je laisserai chacun se faire son opinion là-dessus, mais c'est Facebook. Nous ne sommes pas sur Facebook. Je vous conseille donc de ne demander en contact que des gens qui évoluent, donc des collègues, ça c'est évidemment tout à fait envisageable, et que des gens qui évoluent dans votre secteur d'activité, avec l'objectif de promouvoir votre identité, d'asseoir votre crédibilité professionnelle. L'objectif de LinkedIn également, ça va être de construire et d'étoffer un réseau de qualité. Réseau de qualité signifie des gens qui ont des intérêts qui sont similaires aux vôtres, de communiquer, de rester informé et de partager votre expertise, qui vous fera gagner encore davantage en visibilité, et d'échanger de manière efficace avec les entreprises cibles et les décideurs des secteurs d'activité qui vous intéressent. Gardez ces 4 points en tête, c'est primordial. Pour reprendre sur ce point, la première étape, déjà, c'est l'utilisation et le choix de la bonne photo. On pourrait considérer ça comme obsolète avec les principes de CV anonyme. Je l'entends. Il n'en reste pas moins que si vous mettez une bonne photo, et parce que la première impression, qu'on le veuille ou pas, est quelque chose qui compte, vous gagnerez en visibilité. Pour vous donner quelques chiffres, un profil avec une photo est consulté 15 fois plus qu'un profil sans photo, et vous recevrez 30 fois plus de demandes de mise en contact et d'email si vous avez une photo qui est chartée. Les informations que je vous donne ici, c'est pas moi qui les invente, c'est la charte LinkedIn. Donc les conseils, utilisez des photos au format portrait avec une résolution assez fine de 500 x 500 pixels. Une photo, et j'insiste parce que j'en vois encore beaucoup trop malheureusement sur le réseau social, une photo sur laquelle vous êtes seul,
et idéalement avec un arrière-plan qui soit neutre. On évite, tant que faire se peut, les selfies. On demande à quelqu'un de nous prendre en photo, avec plutôt la tête et les épaules qui sont cadrées. De la même manière, LinkedIn est votre réseau personnel, donc n'utilisez pas d'avatar ou le logo de votre entreprise. Vous n'êtes pas là pour faire la promotion de votre entreprise, même si, encore une fois, c'est tout à fait à votre honneur, mais vous êtes là pour mettre en avant votre identité professionnelle qui vous est propre. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre photo en public. Alors, je vais juste essayer de sortir, voilà, de cette présentation. Pour ceux qui ne savent pas comment on procède, alors vous allez quand vous êtes sur votre page d'accueil LinkedIn, vous cliquez sur votre profil, vous sélectionnez votre photo, et ici vous avez un encart donc qui précise visibilité. Vous sélectionnez visibilité et ça vous laisse le choix après derrière de sélectionner uniquement vos relations, votre réseau, tous les membres LinkedIn ou public. Mon conseil est plutôt de le mettre sur le format public. Ce sera consultable par tout le monde. Et une fois que vous l'avez bien choisi, vous cliquez sur sélectionner. Votre photo sera consultable par tous. Autre point important dans le cadre de la mise en avant de son profil LinkedIn, on en a parlé, LinkedIn fonctionne suivant un algorithme de matching. Ces mots sont essentiels. Ça veut dire que, notamment dans votre champ info, vous allez devoir indiquer des mots-clés qui font écho à votre secteur d'activité. Ça va être, si je recherche un poste en développement, ça va être les mots foncier, ça va être les mots diffus, prospection. Sur le programme, n'hésitez pas à parler de montage. Bref, indiquez tous ces mots en réalité qui vont permettre à l'algorithme d'aller rechercher des professionnels qui pourraient avoir un profil similaire au vôtre. Ça vous permettra de rentrer en contact après direct avec eux par la suite. Si on reste centré sur la manière dont on se présente soi, votre nom, votre prénom, sans abréviation. Et je dirais même marquez plutôt votre prénom en premier, donc prénom et nom sans abréviation. Précisez un secteur géographique le plus précis possible. Trop d'utilisateurs de LinkedIn précisent secteur France. Quand on est en recherche d'emploi, c'est un peu large, donc indiquez bien soit la zone sur laquelle vous recherchez un poste, soit le secteur d'activité, enfin, la zone géographique, pardon, au sein de laquelle vous évoluez déjà actuellement. Une présentation, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en quelques mots-clés, l'intitulé de votre poste exact également. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, indiquez la nature des postes recherchés, les types de structures. Je recherche un poste de responsable de programme au sein d'un acteur du logement social, par exemple, ou bien au sein d'un acteur de la promotion immobilière. Et vous avez également la possibilité de rajouter un badge Open to Work pour montrer à votre réseau et aux différents recruteurs que vous êtes attentif au marché de l'emploi. Je vous remontre également comment faire pour y avoir accès. Hop. Il vous suffit dans cet encart indiquer au recruteur que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités. Vous cliquez dessus. Ici, on vous propose un petit segment avec une flèche. Vous la sélectionnez. Et quand vous choisissez ici le badge, si je le sélectionne, sur mon profil apparaîtra le badge Open to Work, ce qui vous permet encore une fois de gagner en visibilité. Alors moi je le suis pas, donc je le retirerai. Hop, je le retirerai tout à l'heure. Donc ça c'est pour compléter le champ information. Alors si pour repréciser peut-être parce que je voulais pas montrer. Hop. Votre champ information se retrouve ici. Vous avez le champ info.
Pour le modifier, vous cliquez sur le petit stylo ici. Faites attention parce que vous allez être limité dans un nombre de caractères, par nombre de caractères. Mais l'objectif, c'est de vous présenter en quelques lignes. Si je dois prendre l'exemple de ce que moi j'ai fait, je synthétise très rapidement mon expérience dans le secteur du recrutement et en précisant les types de clients avec lesquels je suis amené à travailler, les lignes de métier sur lesquelles l'ensemble de mes consultants également sont amenés à recruter, ce qui me permet en fait d'avoir un certain nombre de mots-clés. Et quand je vais par exemple sur mon réseau, voilà, et qu'on me propose un certain nombre de professionnels qui ne font pas partie de mon réseau, eh bien j'ai des gens qui sont à la tête du property management au sein de je ne sais très quelle structure, directeur des investissements, étudiant à l'ESPI, direction de projet, responsable développement, alors que moi-même, je ne suis pas un professionnel de ce ligne de métier, mais l'algorithme est allé rechercher tous ces mots-clés que j'ai indiqués sur mon profil pour les faire matcher avec ces professionnels. Donc, j'insiste encore une fois vraiment sur la nécessité de bien préciser ces mots-clés dans votre champ info. Autre point, le champ expérience, qui là, en quelques mots, correspond à un mini CV. C'est le champ dans lequel vous allez devoir donner vos missions. Vous êtes responsable de programme, indiquez que vous travaillez sur le montage de projets de logement, indiquez ce que vous intégrez vous dans le montage, donc dépôt du permis de construire, pilotage des différentes études. Si vous avez du management, n'hésitez pas à le préciser à ce moment-là et donner la taille de vos équipes. Donner des chiffres, ça c'est aussi important, et des exemples de projets que vous avez pu mener à bien. Et je précise également que sur ce champ expérience, ne donnez pas du détail sur toutes les expériences que vous avez pu avoir au cours de votre vie professionnelle. Concentrez-vous davantage sur la dernière expérience et le dernier poste le poste que vous occupez actuellement, ou le dernier poste que vous avez occupé si vous êtes en recherche d'emploi, pour ne pas rendre votre profil LinkedIn trop lourd. Et de toute façon, ces détails ne seront consultables que par des recruteurs qui vont utiliser un ordinateur pour consulter votre profil, et pas ceux qui utiliseront leur smartphone, puisque l'interface est plus réduite, je dirais, quand on utilise un téléphone portable. De la même manière, si vous avez eu des évolutions au sein de votre structure, ne créez pas une nouvelle expérience à chaque fois, mais plutôt faites apparaître vos promotions. Je vous remonte l'exemple sur mon profil. Hop, je vais y retourner rapidement. Si on doit prendre les évolutions que j'ai eues chez Hey, donc on voit bien sur mon profil que j'ai 2 grandes expériences moi dans ma vie professionnelle. Une première au sein du cabinet Rivière Consulting, et que depuis 2010 je suis chez Hey. Je n'ai donc pas recréé de nouvelles expériences, mais j'ai rajouté systématiquement toutes les évolutions que j'ai pu avoir au sein de ma structure. Pour ce faire, il suffit de cliquer toujours sur le petit stylo, et on vous proposera après derrière est-ce que c'est une nouvelle expérience, etc. Ça vous permettra de montrer les évolutions que vous avez eues au sein de votre employeur actuel. Important, donc également, cette fois pour se tenir informé du marché sur ce qui peut se passer en termes d'activité économique ou même de projets de recrutement. Abonnez-vous à des pages sur LinkedIn, suivez, likez, commentez, n'hésitez pas à partager également, ça donnera de la force. LinkedIn adore ça. LinkedIn aime les utilisateurs qui sont des utilisateurs, je dirais, assidus. Plus vous allez liker, plus vous allez commenter, plus vous allez partager, plus LinkedIn aura tendance à mettre en avant votre profil, et donc proposer votre profil à des recruteurs potentiels et des recruteurs finaux. C'est extrêmement important. Gardez à l'esprit que chaque action que vous allez faire sur LinkedIn, LinkedIn considère que c'est une mise à jour de votre profil, et donc va encore davantage le mettre en avant. C'est un vrai tuyau que je vous donne pour gagner encore une fois en visibilité et vous démarquer des utilisateurs LinkedIn qui sont plus passifs. 4 grandes typologies d'acteurs, si je puis dire ça, à suivre. Les influenceurs, donc ce sont les décideurs des grandes entreprises. Ma perception des choses, c'est suivez plutôt
les décideurs encore une fois des structures qui sont des entreprises cibles de votre secteur. Je pense à monsieur Alain Taravella, par exemple, chez Altaria Cogedim, qui sont des personnes qui sont inspirantes, en tout cas qui ont une vision sur le marché. Vous allez suivre après également, et j'insiste sur ce point, les entreprises cibles et uniquement les entreprises cibles de votre secteur d'activité. Nous n'avons a priori pas pour vocation, vous et moi, en tant que professionnels de l'immobilier, à évoluer chez Chanel, par exemple, même s'ils pourraient avoir une direction immobilière, ça reste néanmoins pas forcément le plus gros des acteurs cibles, je dirais. Suivez ces entreprises-là sur Twitter, sur Facebook, sur des réseaux sociaux qui sont plus personnels, je dirais. En revanche, sur LinkedIn, allez plutôt suivre les pages des différents promoteurs, des administrateurs de biens, des investisseurs. Parce qu'en plus, derrière, quand vous allez répondre à une annonce, ça donnera du crédit dans la mesure où vous pourrez vous servir de différents postes que ces entreprises ont pu mettre également en avant pour dire que vous êtes intéressé par telle structure parce que vous avez pu suivre le projet de construction qu'ils sont en train de réaliser, que vous appréciez la qualité architecturale du projet, que sais-je. Mais ça vous donne en réalité matière à discuter avec les recruteurs finaux, et ça montre que vous n'avez pas postulé auprès de ces entreprises de manière fortuite, mais que c'était un acte qui est vraiment guidé, dirigé, et c'est un vrai choix de votre part. De la même manière, vous pouvez vous abonner à des groupes professionnels de votre secteur d'activité. Vous en avez quelques-uns ici qui sont des groupes que moi je suis amené à suivre au travers de mon intervention et de mon poste en tant que business manager en charge du département immobilier. Et il peut être également intéressant de suivre des écoles qui vont former, préparer au métier de l'immobilier, quand bien même vous ne seriez pas issu de ces écoles-là, parce que ça va vous donner des informations sur différents forums, différents salons, des job dating, des webinars, parce que c'est vrai que cette année, les écoles ont plutôt recouru à ce format-là pour assurer leur job dating, mais c'est toujours intéressant, et après la possibilité pour vous ou pas, ou la volonté ou pas de le faire, mais de vous inscrire à ces événements, encore une fois, pour créer du lien avec les recruteurs finaux. Vous avez après derrière la possibilité d'identifier les acteurs par le biais d'une recherche directe. On l'a vu tout à l'heure, plus vous utilisez de mots-clés en phase avec votre secteur d'activité, plus l'algorithme de matching va vous proposer des professionnels qui évoluent dans votre secteur d'activité. Là, c'est, je vous dirais, l'approche la plus simple. Vous cliquez sur l'encart quand vous êtes sur votre profil réseau. On va vous proposer des personnes ayant un profil similaire au vôtre ou que vous pourriez connaître au regard de l'activité ou du poste que vous visez. L'idée étant de faire des demandes de mise en contact avec idéalement l'envoi d'un message qui est personnalisé. On va le voir juste après. Vous avez une autre idée, une autre approche, on va dire, qui est directe. Vous suivez des entreprises qui sont des entreprises qui vous intéressent. On se rend compte en général que vous allez avoir un certain nombre de professionnels, que ce soit des RH, encore une fois, des opérationnels, qui vont liker ces différentes publications. Cliquez sur sur le symbole vous permettant de voir qui a liké ou qui a commenté cette publication. Vérifiez s'ils sont dans votre réseau de premier niveau ou pas. Si ce n'est pas le cas, vous envoyez une demande de mise en contact et encore une fois, vous l'accompagnez d'un message qui est personnalisé. Lorsque vous demandez, voilà, vous connecter, on vous envoie un petit pop-up qui précise ajouter une note. Ce que je vous conseille de faire parce qu'on sait que vous avez un taux d'acceptation qui est multiplié par 5 lorsque vous envoyez une demande de mise en contact et que vous ajoutez un message qui est personnalisé. C'est long, c'est chronophage, mais encore une fois, vous vous démarquerez de la concurrence si vous optez pour cette stratégie. Vous avez une autre approche ensuite, qui est l'approche indirecte, et là, je vous donne même des tuyaux de recruteurs quand nous, on est amené à rechercher des candidats, qui est l'utilisation en fait de ce qu'on appelle les opérateurs booléens, qui vous permet en fait d'aller rechercher de manière un peu plus précise, je dirais, les bons interlocuteurs au sein des entreprises que vous allez cibler.
pour la faire assez simple, quand vous utilisez l'opérateur booléen AND, ici, dans cette barre de recherche, on va rechercher tous les profils sur lesquels sont indiqués le mot recrutement et le mot immobilier. Si je veux rechercher des professionnels qui, dans leur profil, sont soit des directeurs, soit responsables, RH, recrutement, ce qu'on veut, et au sein d'une entreprise particulière, je vais mettre entre parenthèses pour que ça regroupe l'ensemble de ces deux mots, que ça me recherche bien tous les directeurs ou tous les responsables RH qui interviennent au sein de l'entreprise Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier, bref, peu importe l'entreprise que vous visez. Si je remets les guillemets, ça me prend l'expression exacte. Donc, je vais rechercher le directeur des ressources humaines. J'indique bien directeur des ressources humaines parce que si je ne mets pas les guillemets, l'algorithme LinkedIn va rechercher sur tous les profils où ce sera indiqué directeur ou ressources ou humaines. Bref, vous aurez une recherche qui ne correspondra pas à ce que vous visez. Précisez également s'il y a un sujet et un enjeu pour vous de mobilité géographique, la zone géographique sur laquelle vous recherchez. Concrètement, pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous êtes ici donc dans votre barre de recherche. On va reprendre cet exemple-là. Admettons que je recherche, je l'avais déjà. Admettons que je recherche le DRH ou le responsable recrutement de Bouygues Immobilier. Je vais l'indiquer donc comme ceci dans ma barre de recherche. Je sélectionne les personnes et ici je vois bien que je me retrouve avec la Human Resources Development de Bouygues Immobilier, le DRH du groupe. Alors ici c'est pas consultable malheureusement, mais cette personne est bien chargée de recrutement au sein de la structure Bouygues Immobilier. J'ai donc identifié les bons interlocuteurs et je vais pouvoir interagir directement avec eux. Alors vous allez me dire, et c'est peut-être, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, une des questions qui est actuellement présente dans le chat, mais oui, mais si j'ai pas d'abonnement premium, je suis bloqué. Ouais, je vous confirme, c'est le cas pour moi aussi. Alors sachez qu'il existe un outil, je vous donne également donc la clé sur ce sujet-là, un outil qui s'appelle Recruitine. Vous tapez Recruitine dans votre barre de recherche Google. Et en fait, Recruitine vous permet de contourner en fait cette limitation au niveau de la consultation de profil LinkedIn. Parce que en fait, Recruitine va faire croire à LinkedIn que les personnes que vous recherchez sont déjà dans votre réseau et que donc vous allez pouvoir interagir quand bien même ce ne sont pas des relations de niveau 1, vous allez pouvoir interagir directement avec eux. Je vous donne un exemple. Je vais rechercher ici quelqu'un qui soit en charge du recrutement, encore une fois chez Bouygues Immobilier, admettons. Donc je marque bien mes mots-clés ici, en utilisant bien mes opérateurs booléens, en précisant bien le pays sur lequel je recherche. Il y a d'autres champs possibles que vous pouvez compléter. Je clique sur ma recherche, Open in Google, et voilà. Je me retrouve après ici avec une recherche Google sur laquelle j'ai donc cette dame qui est responsable recrutement et mobilité ou Monsieur Venuti, responsable RH Bouygues Immobilier. Quand je clique, si je clique dessus, ça me redirige vers sa page LinkedIn et je ne suis pas bloqué. D'accord? Voilà donc pour les quelques tuyaux en matière d'utilisation et de recherche directe d'emploi. Un point important, évidemment, c'est comment se positionner en matière de salaire. Je vous dirais que ce qui est important, c'est d'adapter ses prétentions à son parcours professionnel et ses réalités. Vous n'aurez pas le même poids en termes de négociation si vous êtes dans un déroulé de carrière parfaitement linéaire ou si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Si je dois mettre néanmoins en évidence quelques points positifs, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une stabilité des salaires en maîtrise d'ouvrage et potentiellement aussi sur ce segment-là, une augmentation des niveaux de rémunération sur les métiers du développement foncier qui continuent à être de vraies lignes de métier en tension. Et que pour les professionnels de la gestion immobilière, au regard des volumes de recrutement en vigueur dans le marché actuel, on envisage, même si on ne l'a pas encore constaté sur cette année, une hausse potentielle des niveaux de rémunération. Si je dois mettre en revanche en avant des points qui sont un peu plus négatifs, je dirais, c'est ce que je vous disais notamment pour les professionnels en reconversion, c'est que
En France, malheureusement, le marché de l'emploi a du mal à valoriser les expériences antérieures qui ne sont pas en lien direct ou qui seraient trop éloignées du secteur d'activité ou du poste que vous visez actuellement. Mon conseil et même si c'est parfois délicat de l'entendre, et j'ai l'occasion de faire ces présentations au Master Moji, par exemple, de l'ESTP, qui accueille, qui est un très bon master d'ailleurs pour ceux qui pourraient être intéressés par une reconversion et compléter leur formation sur le segment de l'immobilier, mais qui accueille des personnes qui ne sont parfois pas forcément issues du secteur de l'immobilier. Je leur dis, consentez à un effort à court terme sur votre niveau de salaire. C'est parfois effectivement délicat, contraignant, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est l'expérience qui prime sur le salaire. Et quand vous aurez emmagasiné de l'expérience, vous aurez un effet de rattrapage. Mais c'est certain que sur les premiers mois, ou en tout cas les 2 premières années, il y a certainement un effort à faire, encore une fois, surtout quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Pour vous positionner, alors je ne vais pas avoir la possibilité parce que je vois déjà que on vient de dépasser de 4 minutes cette présentation. Je vous conseille néanmoins d'aller sur notre site ace.fr pour télécharger notre étude de rémunération. Nous venons d'en sortir une que j'ai eu le plaisir de préparer avec mon service communication, donc qui met en évidence les évolutions de salaire, notamment dans le contexte Covid, entre guillemets. N'hésitez pas à les télécharger en précisant bien que vous êtes intéressé par l'étude sur le segment de l'immobilier, du logement social, mais également public-parapublic pour toutes les lignes de métier en lien avec la maîtrise d'ouvrage public. Pour ceux qui le souhaitent et qui souhaiteraient me suivre ou interagir de manière un peu plus poussée avec moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, alors je vais maintenant répondre à vos questions, mais on n'a pas encore eu le plaisir d'avoir cette interaction. Vous avez ici le QR code de mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à le scanner. Envoyez-moi un message. Si vous me faites une demande de mise en relation, j'espère que vous suivrez mes conseils et que vous mettrez un petit message personnalisé. Ça me fera plaisir. Ça montrera que le message que j'ai souhaité vous faire passer est correct et correctement diffusé. Donc scannez-le voilà, pour pouvoir me retrouver assez facilement. Et je viens d'en terminer avec cette présentation. N'hésitez pas à poursuivre l'actualité, consulter nos offres d'emploi, à aller sur notre site internet, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si jamais j'étais allé un peu vite, parce que j'ai conscience, mais j'étais aussi contraint par le temps, dans le cadre de ces présentations, et qu'il y a des éléments que vous n'auriez pas eu le temps de noter, sachez qu'elle sera disponible en replay via notre chaîne YouTube. Merci à tous pour votre attention. Je vais maintenant me rendre sur le chat, voir si vous avez différentes questions pour moi. Donc j'ai effectivement une remarque sur la question des salaires. Donc un participant anonyme donc qui me dit bonjour, c'est plutôt positif le volume des recrutements, mais en termes de salaire, j'ai l'impression qu'il chute. C'est pas un constat que je fais moi encore. Après, vous pourrez avoir raison certainement sur certaines lignes de métier. On a mis en évidence, je pense que ce ne sera pas le cas, en tout cas sur les métiers qui concernent le développement foncier ou alors toutes les lignes de métier en lien avec la gestion immobilière. Je trouve, moi personnellement, et au travers de l'étude qu'on a menée et des échanges qu'on a pu avoir, que ce soit avec les entreprises ou alors les candidats donc ayant changé de poste dans l'année, que les niveaux de rémunération pour moi sont restés relativement stables. J'envisage pas de chute, très honnêtement, et encore une fois, on est toujours dans un principe de loi de l'offre et de la demande. Quand on voit qu'on a un marché du recrutement qui reste en tension, qu'on manque de professionnels, a priori, ça ne devrait pas chuter, sauf effectivement, je peux vous rejoindre à quelques exceptions près. Pour répondre sur le webinaire, est-ce qu'il sera téléchargeable? Je poserai la question à mon service communication et à l'occurrence Manon Roubalet qui m'a aidé très gentiment à préparer cette intervention.
Je ne pense pas qu'il sera téléchargeable, mais en tout cas, vous pourrez le consulter sur notre chaîne YouTube. J'ai un point, donc une question donc, sur l'emploi des seniors. Ou alors est-ce que c'est plutôt une recherche de jeunes issus de grandes écoles ou masters? Bonne question, bonne question. Je vous dirais que malheureusement, l'emploi des seniors est un vrai sujet, dans le marché de l'emploi en France. En tout cas, personnellement, moi, un sujet qui me tient, profondément à cœur parce que, on sait que l'emploi des seniors, c'est quelque chose qui est difficile, en France. Après, aujourd'hui, l'emploi des profils plus juniors l'est tout autant. C'est vrai que le marché aujourd'hui, on le constate, heu, est plutôt fait pour des gens qui justifient, je dirais, d'une expérience, et c'est sûr que c'est jamais agréable de l'entendre, mais le fameux 3 à 5 ans dans la fonction. On a eu un gros volume de recrutement sur les profils juniors, notamment sur les années 2018. Hem et un retour de l'emploi, plus senior, notamment sur l'année, 2019 avec, la nécessité d'encadrer, des professionnels qui étaient encore peu aguerris. Voilà, remettre du management et de l'encadrement dans les organigrammes. Aujourd'hui, pour vous donner une vision vraiment précise, c'est encore un peu trop court, parce que l'année 2020 est pas complètement écoulée. Ça en va de même, hein, pour les évolutions, vraiment concrètes sur le marché. Moi, j'ai pas constaté encore de recul sur les niveaux de rémunération. Sur le typologie de profil recruté, mon sentiment premier est qu'on est, plutôt sur de la recherche de profils entre guillemets «juniors» mais avec, une première expérience et plutôt armé, au niveau de formation. Donc, si vous êtes un profil senior en recherche d'une reconversion, oui, moi je vous conseille de plutôt, aller, soit valider une expérience au travers d'une VAE, soit de compléter votre formation par une formation, diplômante. Et si vous n'êtes pas, issu du secteur d'activité, visez, les secteurs d'activité de la gestion immobilière parce que c'est, vraiment sur ces lignes de métier, que vous allez retrouver le plus d'opportunités et donc pas forcément, issus de grandes écoles, encore une fois en fonction des postes que l'on vise, un BTS, est, largement suffisant pour, pour comment dire? Pour trouver un emploi. Heu, j'ai une question, les sociétés passent-elles encore par des cabinets ou bien réduisent-elles leur budget? Qu'en est-il, de votre volume d'offres d'emploi? Excellente, excellente question. Heu, je vous dirais que oui, comme toute structure, vous avez des recruteurs finaux qui font, attention à leurs, finances, qui font attention à leur budget de recrutement. Mais ce que j'ai envie de mettre en évidence, et si on reprend les chiffres que je vous ai, présentés, tout à l'heure, vous avez 32 500 professionnels qui évoluent dans le secteur de la promotion immobilière, pour ne citer que ce secteur d'activité. Ça signifie qu'on a un secteur qui est en tension et donc, quoi qu'il arrive, ces entreprises auront toutes les peines du monde à réaliser leur recrutement par eux-mêmes. Ça ne vaudra pas évidemment pour toutes les lignes de métier, mais si je dois reprendre les volumes de recrutement, alors j'ai pas tous les chiffres en tête parce que le bilan de fin d'année avec mes consultants, je vais le réaliser, plutôt début janvier pour avoir une vraie synthèse sur 2020 ou en tout cas peut-être sur ces 6 derniers mois. Et je vois qu'on a des volumes, extrêmement importants, notamment sur les sujets en lien avec, la technique et le développement foncier. Donc même si ces recruteurs finaux, pourraient avoir, envie et la volonté et encore une fois, je le comprendrais parce qu'un recrutement, c'est un coût, de se passer des services d'un cabinet de recrutement. Aujourd'hui, force est de constater qu'elles peinent, à remplir parfaitement leurs organigrammes, compte tenu de l'extrême pénurie des compétences, disponibles. J'ai une question de Margot sur, quelles études conseillez-vous pour travailler dans le secteur de l'immobilier? Très honnêtement, ça dépend des postes que vous allez viser. Si vous souhaitez, vous orienter vers les métiers de la maîtrise d'ouvrage,
Je vous conseille très clairement une formation Bac+5. J'entends si vous souhaitez partir vers un poste de responsable de programme ou bien ou bien en développement foncier. Plutôt si on est en développement, idéalement une formation en urbanisme ou alors en école de commerce, qui sont des formations appréciées de la part des recruteurs finaux. Pour le programme, vous avez beaucoup d'écoles spécialisées, type SPI, ESI. Vous pouvez compléter une formation initiale déjà par l'ICH, qui est une belle formation, mais une formation quand même assez lourde parce qu'il faut valider tous les modules. Vous avez un master spécialisé aussi en dockage. Vous avez évidemment donc un partenariat, moi, qui me tient à cœur avec le master MOGI, maîtrise d'ouvrage gestion immobilière de l'ESTP, mais également le master MIS de l'ESTP, donc formation Bac+6 pour le coup, qui vous ouvre les portes du secteur de l'immobilier. Si en revanche vous souhaitez vous orienter vers les métiers de la gestion, les portes ne vous seront pas fermées. Si vous êtes titulaire d'un Bac+5, mais un BTS professions immobilières ou une licence peuvent largement suffire pour vous orienter vers les métiers de la copropriété, de la comptabilité ou alors de la gestion locative. Si c'est un environnement qui est plus technique qui vous intéresse, je vous dirais que la voie royale est plutôt celle d'ingénieur, que ce soit ingénieur ENSAM, ESTP, HEI, ESI, TC, INSA. Bref, il y a beaucoup de formations d'ingénieurs qui vous amèneront vers ces métiers-là, avec peut-être idéalement une première expérience, je dirais, côté entreprise générale ou maîtrise d'œuvre pour asseoir un vrai bagage technique. Une question de Lucas: que dire aux entreprises qui ne recrutent pas de jeunes diplômés parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience d'après eux? Moi je vous dirais que de toute façon, vous êtes les professionnels de demain, que on le sait effectivement, malheureusement le marché aujourd'hui est peut-être un peu circonscrit, je dirais, mais Lucas, j'insiste sur ce point et c'est aussi pour ça que je mettais en évidence le nombre d'entreprises, par exemple sur le segment de la promotion immobilière qui évolue donc sur ce segment, diversifié. Vous aurez effectivement, j'entends ce discours-là, mais la stratégie à adopter, très clairement, c'est d'être rigoureux dans son approche, et surtout de diversifier le plus possible les cibles en ne se concentrant pas uniquement sur les 10 plus grosses entreprises qui constituent le secteur d'activité. Les démarches et les temps de recherche effectivement peuvent être un peu rallongés, mais nous ne sommes pas dans un marché aujourd'hui qui connaît une crise aussi brutale, en tout cas c'est ma perception des choses, pardon, qu'en 2008 pour ceux qui l'ont connu. Et pour moi, le marché de l'emploi se remettra en ordre de marche, surtout quand nos politiques auront compris, et je parle surtout du côté de la promotion, qu'il est important de procéder au déblocage de ces permis de construire. Je ne doute pas qu'ils entendront le message qui est passé par nos chers promoteurs immobiliers. Je vous remercie. Alors, j'ai une question de Guillaume sur les métiers support. Je ne vais pas rentrer sur cette, comment dire, je vais difficilement pouvoir répondre à cette question parce que très honnêtement, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec des consultants de Hayes. Je vous disais, 25 divisions spécialisées. J'ai certains de mes collègues qui sont spécialistes des métiers des ressources humaines sur le segment de l'immobilier et de la construction. Ils pourront bien mieux répondre que moi à ces questions. Encore une fois, nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé. Ça a ses forces, ça a ses faiblesses. Parlez-moi d'immobilier. J'aurais du mal à répondre à autre chose. Je termine juste par répondre à une dernière question qui est celle de Patrick. Répondre à une offre d'emploi une semaine après sa publication, est-il forcément trop tard? Non, pas forcément, parce que de toute façon, on sait encore une fois que certaines lignes de métier sont tellement en tension que les recruteurs finaux ne récupéreront pas de profils ou de candidatures pertinentes dans un délai d'une semaine. J'ai envie de vous dire, tant que l'annonce elle est en ligne, quand bien même elle aurait été mise en ligne avec un mois décalage, ne vous privez pas de répondre.
peut-être que l'annonce est déjà pourvue, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire qu'il ne tente rien à rien, et je pense honnêtement que il ne faut pas se priver. On a dépassé un peu ce webinar. Je vous remercie en tout cas tous pour votre intérêt et votre participation à ce webinar, pour la pertinence également de vos questions. N'hésitez pas, encore une fois, si je suis allé trop vite sur certains points, à le consulter de nouveau via notre chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et les fêtes approchant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.